Cette vidéo porte sur le groupe modulaire du tore T2 que je vais définir. Dans un premier temps, je vais rappeler la surface qui est le tore T2. On peut penser ce tore comme étant un quotient de R2 par Z2, au sens que le groupe Z2 agit sur R2 par translation, et on considère que deux éléments du plan sont identifiés si la différence entre ces deux éléments est un vecteur dont les deux coordonnées sont entières. Un dessin de cette situation est le suivant. On a le réseau Z2 dans le plan. On considère un domaine fondamental que je vais dessiner ici comme étant le carré unitaire dans R2. Et on identifie les côtés opposés du carré unitaire en préservant l'orientation des arêtes. C'est comme ça qu'on obtient le tore T2. Et je vais définir maintenant une famille d'homéomorphismes particulières du tore. Il s'agit d'abord de translation d'un vecteur V, donc une translation d'un vecteur V passe bien au quotient. Ça veut dire que si deux éléments diffèrent d'un vecteur dont les deux coordonnées sont entières, après la translation du vecteur V, les images vont différer par un vecteur dont les deux coordonnées sont entières, ce qui veut dire en fait que cette translation passe bien au quotient. Je vais faire un dessin de cette situation. Donc les translations sont des homéomorphismes du tore. Une autre classe d'homéomorphismes particulières sont les transformations linéaires à partir d'une matrice A dans GL2 de Z. On obtient un homéo du tore car cette matrice réalise une bijection de Z2 dans lui-même et elle passe bien au quotient sur R2 sur Z2. On peut visualiser l'action d'une telle transformation linéaire sur le tore à partir de l'animation suivante. Donc, on part de notre domaine fondamental du tore. On lui applique la transformation linéaire donnée par la matrice inversible 1, 1, 0, 1. Le domaine fondamental se transforme en un parallélogramme et on découpe ce parallélogramme en deux triangles et en translatant un des deuxièmes triangles avec un vecteur entier, on recompose notre domaine fondamental. On visualise ainsi l'homéomorphisme du tore associé à la matrice 1, 1, 0, 1. On visualise maintenant un autre homéomorphisme linéaire du tore donné par la matrice inversible dans Z 2, 1, 1, 1. À nouveau, notre domaine fondamental est déformé en un parallélogramme. Ce parallélogramme admet à son tour un découpage en 4 triangles par des transformations qui sont des translations entières. On peut recomposer notre domaine fondamental en un autre domaine fondamental, un autre carré unitaire, de manière que sur notre tore, on obtient un homéomorphisme associé à cette matrice 2, 1, 1, 1. Donc de cette manière, pour chaque transformation linéaire inversible dans Z, on obtient un homéomorphisme linéaire du tore. Pour définir le groupe modulaire, on va définir une relation d'équivalence dans le groupe de homéo du tore T2. On va considérer que deux homéos du tore T2 sont équivalents et on va appeler cette relation d'équivalence isotopie. Donc, deux homéos sont isotopes si F
peut être déformé sur G dans l'espace des homéos du tore T2. Je vais écrire ça de la manière suivante. S'il existe une famille à un paramètre, f indice T, d'homéos du tore T2, ici ce paramètre T parcourt l'intervalle 0, 1. Pour le paramètre 0, l'élément de la famille c'est f, et pour le paramètre 1, l'élément de la famille c'est g. Donc on peut déformer f en g par une courbe qui traverse les homéomorphismes du tore T2. Un premier exemple de ce type d'équivalence est le fait que chaque translation de vecteur v est isotope à l'identité, et on peut passer de cette translation à identité simplement en utilisant une famille qui est la famille de translation de vecteurs t fois v quand t appartient à 0, 1. Ceci nous permet de passer par un chemin continu de translation entre la translation de vecteur 0 qui est identité sur la translation de vecteur v. Un autre exemple qui part de cette famille de translation est le fait que, quel que soit f, un homéo du tore T2, on peut trouver une isotopie entre cet homéo et un autre homéo qui fixe le point 0. La famille d'homéomorphismes qui permet de passer de f à f bar utilise les translations et s'écrit comme ft égale translation de vecteur moins t f de 0 appliqué à f. Ceci est une famille continue d'homéomorphismes qui permet de passer de f à f bar. On définit maintenant le groupe modulaire du tore comme étant, et j'écris le groupe modulaire du tore, et l'ensemble des homéos du tore, quotientés par la relation d'équivalence d'isotopie. L'intérêt de cette notion vient du fait que deux homéos qui sont homotopes ont la même action en homologie. Donc, le groupe modulaire agit sur le H1 du tore à coefficient dans Z, et on sait que ce H1 du tore à coefficient dans Z est isomorphe à Z2. On va démontrer dans cette vidéo le théorème de Poincaré qui calcule le groupe modulaire du tore en utilisant cette action. Le théorème dû à Poincaré est le suivant. Le morphisme de groupe obtenu en faisant agir le groupe modulaire sur le H1, ça nous envoie donc le groupe modulaire dans les automorphismes du H1 du tore à coefficient dans Z, qui est donc isomorphe à GL2 de Z. Le théorème affirme que ce morphisme I est un isomorphisme. Donc, en tant que groupe abstrait, le groupe modulaire du tore sera isomorphe à GL2 de Z.
Je passe à la démonstration du théorème de Poincaré. Je démontre d'abord que le morphisme I est un morphisme surjectif. Donc, démonstration. D'abord, on démontre que I est surjectif. Je vais rappeler d'abord que si on regarde notre domaine fondamental et qu'on considère les deux côtés du domaine fondamental A et B, le H1 du tore à coefficient dans Z est engendré par la courbe A et par la courbe B en homologie. Donc c'est une copie de Z2 dont une base est donnée par A et B. On constate maintenant qu'une matrice A dans GL2 de Z agit sur le H1 du tore dans la base A et B par la matrice A. Autrement dit, la restriction du morphisme I au homéomorphisme linéaire est déjà une application surjective. La partie plus délicate de la preuve est l'injectivité. On va montrer que I est injectif. Ce qu'on peut constater dans un premier temps, c'est que, comme on l'a vu précédemment, chaque homéo du tore est isotope à un homéo F bar qui fixe le point origine. Pour montrer que I est injectif, comme il s'agit d'un morphisme de groupe, on va montrer que le noyau de ce morphisme est trivial. Autrement dit, on va montrer que si F agit trivialement en homologie, alors F est isotope à l'identité. Donc, si F appartient au noyau de notre morphisme I, alors F agit trivialement sur le H1. Donc, je dessine le domaine fondamental. La courbe A est envoyée sur une courbe F de A qui lui est homotope. Donc, F de A est homologue à A. Et de la même manière, pour la courbe B, F de B F de B est homologue à B. En composant un nouveau F par une famille d'isotopie, on peut supposer que les côtés A et B du domaine fondamental sont fixes. Autrement dit, on a le dessin suivant. Il y a le côté A qui est fixe, le côté B qui est fixe aussi, et notre homéo F est bipériodique, autrement dit, il se passe quelque chose seulement sur l'intérieur de chaque domaine fondamental. Il s'agit maintenant de montrer qu'un homéomorphisme du disque qui est identité sur son bord est isotope à l'identité. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui l'astuce d'Alexander, qui nous dit que le groupe modulaire d'un disque, ici nous avons un carré qui est homéomorphe au disque, qui vaut identité
sur son bord est le groupe trivial. L'astuce d'Alexander est la suivante. On a une famille d'homéomorphismes qui nous relie n'importe quel élément f du groupe modulaire du disque qui vaut identité au bord à l'identité de la manière suivante. Donc ici, encore une fois, on a un carré unitaire qu'on va considérer pour la simplification de la formule comme étant centré à l'origine. Dans ce cas, notre famille d'homéomorphismes est la suivante. Ft de x est égal à 1 moins t, f de x sur 1 moins t, dans le cas où la norme de x infinie, puisqu'on a affaire à un carré, est strictement inférieure à 1 moins t, et identité si la norme infinie de x est supérieure à 1 moins t. Pour voir quel est le sens de cette formule, le mieux c'est de faire le dessin suivant. Donc ce dessin explique que si on a deux copies de notre carré unité, pour t égale à 1, on a l'homéomorphisme f qui transforme le carré en lui-même. Pour t égale à 0, on pense à identité. On considère ce cône dessiné sur l'étage t égale à 1 et centré en origine pour t égale à 0. À un paramètre t fixé, on considère l'homéomorphisme qui nous envoie le carré unité sur un carré de norme 1 moins t, et on reproduit sur ce petit carré f qui est égal à identité, et à l'extérieur de ce petit carré, on a identité. Donc, de manière linéaire, on diminue la taille du carré sur lequel notre homéomorphisme vaut f jusqu'au moment où cet homéomorphisme fixe 0 et il devient égal à identité. Ça montre que le groupe modulaire du disque ou du carré pour les homéos qui sont égaux à identité sur le bord, c'est trivial. Le même résultat est vrai pour des difféomorphismes ou même pour des difféomorphismes de classe C infinie, mais la démonstration est plus délicate. Ici, on utilise une déformation qui a lieu dans l'espace des homéomorphismes. On vient de démontrer que le morphisme de groupe I est un isomorphisme. Cela montre que le groupe modulaire du tore est isomorphe à GL2 de Z. On verra dans la vidéo suivante quelle est la structure du groupe modulaire d'une surface fermée de genre G supérieur ou égal à 2.